Bienvenue sur votre chaîne E2M. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au phénomène d'interférence acoustique. Ça sera en 3 étapes: observation du phénomène, modélisation sous forme d'un TD, et ensuite un retour sur le banc de la manip pour analyser, comparer les résultats et au final mesurer l'interfrange du système. Au niveau matériel, je dispose d'un récepteur ultrasonore avec une fréquence de résonance à 40 kHz et d'un réglet permettant la mesure de l'interfrange. Je dispose aussi de 2 émetteurs ultrasonores du même type. Et je dispose aussi d'un oscilloscope PC avec un générateur intégré et 2 voies pour l'oscilloscope. L'écran de l'oscilloscope est celui de votre PC, voire d'un écran secondaire. Les 2 émetteurs sont alimentés par la même source de tension, délivrant un signal sinusoïdal à 40 kHz. Le signal reçu par le récepteur est ensuite envoyé vers le canal 2 de l'oscilloscope. Pour le dispositif expérimental, émetteur et récepteur sont placés sur des rails et ils sont distants de 45 cm. Les 2 émetteurs sont dans le même plan, ils sont côte à côte et séparés de 3 cm centre à centre. En déplaçant le récepteur par rapport au plan des émetteurs, le signal résultant passe par des maxima et des minima et que le phénomène semble périodique. Pour analyser le phénomène, place à la modélisation. Alors c'est parti. Il s'agit de mettre en évidence le phénomène d'interférence entre 2 ondes acoustiques issues de la même source. Ils sont donc à la fois synchrones et cohérentes. Dans ce cas, il faudrait montrer que la vibration résultante oscille à la même fréquence que les ondes sources et que son amplitude dépend du déphasage entre les ondes de départ. Ensuite, il faudrait établir l'expression de l'interfrange en fonction des paramètres du système. Et au final, calculer numériquement l'interfrange avec son incertitude. Le dispositif utilisé dans cette expérience est constitué de 2 émetteurs E1 et E2 qui sont fixes et d'un récepteur mobile. Le récepteur est susceptible de coulisser le long de l'axe des X. Émetteur et récepteur sont dans le même plan horizontal et séparés de la distance D. Les 2 émetteurs sont alimentés par la même source de tension du GBF intégré de l'oscilloscope. L'onde reçue par le récepteur est la superposition des ondes émises par chacune des 2 ondes. Le signal reçu par le récepteur est ensuite envoyé vers l'une des 2 entrées de l'oscilloscope. En un point M du champ d'interférence, les 2 ondes issues des émetteurs E1 et E2 se superposent pour donner naissance à une vibration résultante S de M et de T, qui est la superposition des 2 ondes issues de E1 et de E2. L'onde issue de l'émetteur E1 peut s'écrire sous la forme S1 de M et de T égale A1 cosinus oméga T
plus phi1. Idem pour l'émetteur E2. L'onde issue de E2 peut s'écrire sous la forme A2 cosinus oméga t plus phi2. Phi1 et phi2 sont les phases à l'origine et il s'agit de grandeur algébrique et ils s'expriment en radians. A1 et A2, c'est des amplitudes et c'est des grandeurs positives et ils s'expriment en volts. Oméga étant la pulsation du signal et il s'écrit sous la forme de pi fois f. Oméga, pulsation du signal et s'exprime en radians par seconde. F étant la fréquence du signal et s'exprime en hertz. L'objectif recherché, c'est d'exprimer l'onde résultante S de M et de T à partir des paramètres des ondes de départ. Pour faire plus simple dans un premier temps, on va considérer que A1 égale A2. Dans ce cas, S de T et de M peut s'écrire sous la forme A1 cosinus oméga T plus phi 1 plus cosinus oméga T plus phi 2. Sachant que cosinus P plus cosinus Q, c'est égal à 2 cosinus P plus Q sur 2 multiplié par cosinus P moins Q sur 2. En écrivant que P égale oméga T plus phi 1 et Q égale oméga T plus phi 2, S de T et de M, c'est égal à 2A, 1 cosinus phi 2 moins phi 1 sur 2 multiplié par cosinus oméga T plus phi 1 plus phi 2 sur 2. C'est de la forme A cosinus oméga T plus phi avec A l'amplitude de la vibration résultante qui est égale à 2 à 1 cosinus phi 2 moins phi 1 sur 2. Phi, la phase à l'origine, c'est phi 1 plus phi 2 sur 2. Ce qui est important, c'est que la vibration résultante oscille à la même fréquence que les deux ondes de départ. Dans le cas général, A1 n'est pas nécessairement égal à A2. Pour répondre à cette question,
on va faire appel à une méthode géométrique et il s'agit de la construction de Fresnel. S1 de M et de T est égal à A1 cosinus oméga T plus phi 1 et on va lui associer le vecteur S1 qui a pour amplitude A1 une phase à l'origine phi 1. Idem pour S2, S2 de M et de T qui est égal à A2 cosinus oméga T plus phi 2. On va lui associer le vecteur S2 qui a pour amplitude A2 et la phase à l'origine phi 2. Pour S de M et de T est égal à A cosinus oméga T plus phi, on va lui associer le vecteur S qui a pour amplitude A et phase à l'origine phi. Il s'agit d'une construction réalisée à t égale 0. L'axe horizontal est pris comme origine des phases. Chaque vecteur est caractérisé par deux paramètres: son module et son argument. Le module correspond à l'amplitude de l'onde considérée et l'argument à sa phase à l'origine. On pose S1 égale au petit a vecteur. S2 égale à A, B vecteur et S c'est égal à O, B vecteur. À partir du point O, point de départ, on trace le vecteur OA qui a pour module la longueur OA et pour argument phi 1. Ensuite, on trace AB qui représente S2 qui a pour module la longueur AB et pour argument phi 2. Le vecteur S qui est représenté par le vecteur OB est obtenu en joignant le point O, point de départ, et le point B, point d'arrivée. On peut remarquer que delta phi qui est égal à phi 2 moins phi 1, et c'est égal aussi à l'angle entre les deux vecteurs S1 et S2. Pour delta phi égale à 0, les deux vecteurs S1 et S2 sont collinéaires et pointent dans le même sens. Dans ce cas, les deux ondes S1 et S2 sont en phase et l'amplitude A est égale à A max. Et ça, c'est égal juste à A1 plus A2, c'est-à-dire la somme des deux amplitudes des ondes
de départ. Pour delta phi égale à pi, les deux vecteurs S1 et S2 sont collinéaires et cette fois-ci de sens opposé. Dans ce cas, les deux ondes S1 et S2 sont en opposition de phase et l'amplitude de l'onde résultante sera égale à A min, et ça c'est égal à la valeur absolue de A1 moins A2. Il s'agit d'une amplitude et du coup c'est une grandeur positive. Pour t égale, ou plutôt t différent de 0, on peut écrire que phi prime 1 égale à oméga t plus phi 1, phi prime 2 est égal à oméga t plus phi 2 et phi prime est égal à oméga t plus phi. Dans ce cas, le triangle OAB va juste subir une rotation égale à oméga t sans déformation. Et au final, delta phi prime, c'est égal à phi prime 2 moins phi prime 1. Et ça, c'est égal à phi 2 moins phi 1. Et c'est égal à delta phi. Pour déterminer l'amplitude de la vibration résultante, on va écrire que le vecteur S, qui est égal à S1 plus le vecteur S2, et on va faire appel à la notion du produit scalaire. S scalaire S peut s'écrire aussi S1 plus S2 scalaire S1 plus S2, et ça c'est égal à S1 scalaire S1 plus S2 scalaire S2 plus 2 fois scalaire S1 S2. S scalaire S, ben, c'est l'amplitude au carré. Et ça, c'est égal aussi à A1 au carré plus A2 au carré plus 2 A1 A2 cosinus entre S1 et S2. On sait que l'angle entre S1 et S2 est égal à delta phi. Dans ce cas, A2 peut s'écrire sous la forme A1 au carré plus A2 au carré plus 2 A1 fois A2 cosinus delta phi. On peut noter que le terme 2 A1 fois A2 cosinus
delta phi, dit terme d'interférence, c'est ce terme qui est à l'origine de la variation de l'amplitude de la vibration résultante, ce qui permet d'écrire que l'amplitude A est comprise entre deux grandeurs A max et A min. A max est obtenu pour delta phi égale 0 modulo de pi. Dans ce cas, les deux ondes S1 et S2 sont en phase et on peut écrire que A max au carré égale A1 au carré plus A2 au carré plus 2 A1 fois A2. Et ça, c'est égal à A1 plus A2, le tout au carré, ce qui donne A max égale A1 plus A2. Dans ce cas, on dit qu'il y a interférence constructive. Quand les deux ondes de départ sont en opposition de phase, A min peut s'écrire sous la forme, ou plutôt obtenue à partir de la condition delta phi égale à pi modulo de pi. Dans ce cas, A min au carré, c'est égal à A1 au carré plus A2 au carré moins 2 A1 fois A2. Et ça, c'est égal à A1 moins A2, le tout au carré. Donc A min est égal à A1 moins A2 en valeur absolue. Dans ce cas, on dit que les interférences sont destructives. Ainsi, la superposition de deux ondes en opposition de phase peut conduire à un signal nul. Cette propriété est utilisée pour l'isolation phonique active de certains casques. Au final, l'amplitude A est comprise entre A1 plus A2 et entre A1 moins A2 en valeur absolue. Pour la détermination de l'interfrange du système, on va s'appuyer sur un schéma simplifié du dispositif expérimental. On considère deux sources S1 et S2 supposées ponctuelles et séparées de la distance petit a. Ces deux sources interfèrent en un point M du champ d'interférence avec un certain déphasage delta phi. Au point M du champ d'interférence, la différence de phase delta phi entre les deux ondes issues de S1 et de S2 s'écrit delta phi égale 2pi delta t sur grand T. Delta t étant le retard
du signal issu de S2 par rapport à S1. Grand T étant la période du signal sonore utilisé. Pour simplifier, on va écrire que S2M égale à R2 et S1M égale à R1. La différence R2 moins R1, on écrit qu'il est égal à delta. Delta étant la différence de marche. On sait que delta t peut s'exprimer à partir de delta et il s'écrit delta t égale delta sur v, v étant la vitesse de l'onde sonore utilisée. Dans ce cas, delta phi peut s'écrire delta phi égale à 2pi delta sur v fois grand T, qui s'écrit aussi 2pi delta sur lambda, avec lambda égale v fois grand T, et c'est la longueur d'onde. Je rappelle que delta phi égale 2pi delta sur lambda avec delta égale R2 moins R1. Pour accéder à la différence de marge delta, il faudrait exprimer R1 et R2 en fonction des paramètres du système, c'est-à-dire petit a, d et x. Pour R1, je vais appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle S1, H1 et M. Et pour R2, ça sera dans le triangle S2, H2 et M. Alors, c'est parti. Dans le triangle rectangle S1, H1, M, je peux écrire que R1 au carré égale à D2 plus H1 M au carré, avec H1 M égale à x moins a sur 2. Idem pour le triangle rectangle S2, H2, M, R2 au carré égale à D2 plus H2, M, le tout au carré, avec H2, M égale à x plus a sur 2. La différence R2 au carré moins R1 au carré peut s'écrire sous la forme H2 M au carré moins H1 M au carré, qui peut s'écrire encore sous la forme H2 M plus H1 M multiplié par H2 M moins H1 M. H2M plus H1M, il faut noter que c'est égal à 2x. Et H2M moins H1M, c'est égal
à petit a. Donc, R2 au carré moins R1 au carré, c'est égal à 2x multiplié par petit a. Idem, on peut noter que R2 au carré moins R1 au carré peut s'écrire sous la forme R2 plus R1 multiplié par R2 moins R1, qu'on peut écrire sous la forme R2 plus R1 multiplié par delta. Pour D très supérieur à petit a et à x, on peut confondre R1 et R2 et on peut écrire que R1 plus R2 égale, ou plutôt sensiblement égal à 2D. Dans ce cas, 2x fois petit a égale à 2D fois delta. Du coup, delta est égal à x fois a sur d. En définitive, on peut écrire que delta égale à R2 moins R1 et c'est égal à A fois X sur D. Et delta phi, c'est égal à 2pi delta sur lambda et qui peut s'écrire sous la forme 2pi A fois X sur D fois lambda, qui peut s'écrire encore sous la forme 2pi x sur x0 avec x0 égale à lambda d sur petit a. x0 correspond à la période du système. Il s'agit d'une période spatiale et ça correspond à l'interfrange. L'ensemble des maxima est obtenu pour delta phi égale à 2 kpi avec k appartenant à z. Ce qui correspond à x égale k x0. L'ensemble des minima est obtenu pour delta phi égale à pi plus 2 kpi. Ce qui correspond à x égale à x0 facteur de k plus 1 demi. Au final, I égale x0 et c'est égal à lambda fois d sur petit a. On vient de voir que l'interfrange dépend à la fois de lambda, de d et de petit a, et qu'elle s'écrit sous la forme petit i
égale lambda d sur petit a. Lambda étant la longueur d'onde du signal utilisé. Cette grandeur elle était mesurée dans une précédente vidéo et qu'il s'écrit lambda égale 8,5 plus ou moins 101 mm. Petit a étant la distance entre les deux émetteurs et elle est égale à 30 plus ou moins 2 mm. D étant la distance entre émetteur et récepteur, elle est égale à 450 plus ou moins 2 mm. En procédant par encadrement, I est compris entre Imax et Imin, avec Imax égale à lambda plus delta lambda multiplié par d plus delta d sur petit a moins delta a. Imin égale lambda moins delta lambda multiplié par d moins delta d sur a plus delta a. Numériquement, Imin est égal à 8,4 multiplié par 448 sur 32. Et c'est égal à 12 cm. Imax est égal à 8,6 multiplié par 452 divisé par 28. Et c'est égal à 14 cm. Donc, l'interfrange I est comprise entre 14 et 12 cm. Autrement, I peut s'écrire sous la forme 13 plus ou moins 1 cm. Pour comparer les résultats de la modélisation avec l'expérimentation, on va faire un retour vers le banc de la manip. Et c'est parti. De retour au banc de la manip, on va commencer par vérifier les quelques résultats obtenus par la modélisation
avant la mesure de l'interfrange du système. Quand je déplace le récepteur parallèlement au plan des deux émetteurs, l'amplitude de la vibration résultante passe par des minima et des maxima et que le phénomène est périodique. Il s'agit d'une périodicité spatiale. On peut noter aussi que l'onde résultante vibre à la même fréquence que les deux ondes de départ, c'est-à-dire 40 kHz. Dans une position du récepteur où l'onde résultante passe par un minimum, si je débranche l'une des deux sources, on peut remarquer que l'amplitude de l'onde résultante est supérieure à celle des deux ondes réunies. L'interfrange pourra être ainsi déterminée à partir de deux minima, voire de deux maxima successifs. Pour la mesure de l'interfrange, je vais positionner le récepteur de telle sorte pour obtenir un premier maximum. Alors c'est parti. Sur le réglé, ce maximum est obtenu à 14 cm. Et si je continue à déplacer mon récepteur pour obtenir un second, et le second est obtenu à 26 cm. La différence entre les deux mesures correspond à l'interfrange et c'est du 12 cm. Et ça correspond à l'interfrange et c'est en bon accord avec la modélisation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée au mode de fonctionnement des casques à réduction active du bruit qui est basé sur le phénomène d'interférence destructive.